Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je suis ravi de vous accueillir dans Trail Business Club, le podcast qui vous plonge dans les coulisses du trail. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter qui couvre l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes, des territoires et organise chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Trail Business Club est soutenu par la jeune marque annécienne Wise, qui équipe en vêtements et en matériel les coureurs de trail et d'ultra en mode aventure comme en mode performance, comme l'attestent les nombreux podiums décrochés lors de l'UTMB 2024. Wise est surtout une entreprise en phase avec son temps, qui se veut plus qu'une simple marque, un véritable catalyseur de changement, une start-up qui innove et dépose des brevets, qui fabrique en Europe et produit uniquement la quantité de produits commandés. Wise cherche l'équilibre, l'harmonie et des chemins non conventionnels. Alors, si vous souhaitez découvrir cette marque et ses produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Bonjour à toutes et à tous, je reçois pour ce 29e épisode de Trail Business Club l'un des grands patrons des entreprises de l'outdoor française, un fleuron des sports de montagne. Un dirigeant d'entreprise qui incarne à la fois un héritage familial, mais aussi une solide expérience du business et une vision ambitieuse du sport et de l'outdoor. Bonjour Romain Millet. Bonjour. Merci de nous accorder cette heure d'entretien dans un emploi du temps très chargé. On va revenir sur l'ensemble de l'activité de la marque Millet et du groupe, qui a d'ailleurs fêté ses 100 ans en 2021. Donc ça, c'est vraiment pas rien dans le monde du sport et de la montagne. On va évoquer son histoire, son ADN, le marché économique de l'outdoor, les enjeux et axes de développement de la marque, mais aussi, ce qui nous intéresse le plus, le monde du trail. Mais avant tout, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots sur ton parcours, ton rôle aujourd'hui dans la société, pour tous les gens qui connaissent Millet, mais ne te connaissent pas forcément? Oui, avec plaisir. Peut-être en préambule, simplement, merci de m'inviter. Ça me fait très plaisir parce que je suis un fidèle auditeur de ce podcast. Donc voilà, ça me fait plaisir à double titre. D'une part, si ça peut être utile à Millet, et puis que les gens nous connaissent un peu mieux. Et puis surtout, parce que je trouve que votre podcast est un podcast de qualité et qui est très complémentaire d'autres types de podcasts qu'on trouve sur le trail. Me concernant, donc moi j'ai 45 ans, j'ai une femme qui s'appelle Alix et 2 enfants, de 8 et 11 ans, qui sont nés, un à Saint-Malo et un autre à Shanghai. Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis né à Annecy, enfin évidemment mon nom de famille n'est pas, anodin puisque, mes arrière-grands-parents, ont créé la société, Millet, il y a, tu as dit, une certaine d'années. Et puis, mon grand frère et son frère l'ont beaucoup développé, notamment au moment de l'apparition de l'alpinisme moderne, après-guerre. Et l'entreprise a ensuite été vendue, je te raconterai ça tout à l'heure. Moi, je suis né en 79, donc 45 ans. Je suis né à Annecy, mais j'ai fait mes études à Nantes, une prépa, une école de commerce à Paris, qui m'a amené à d'abord faire un petit bout de ma carrière dans le consulting. J'étais banquier d'affaires. Et ouais, personne n'est parfait. Et non, c'était une école très fondatrice. Et puis, j'ai fait du conseiller en stratégie. C'était mon premier cycle. Suite à ça, à la trentaine, un petit peu moins, j'avais envie d'allier, déjà un peu en recherche de sens, et tu vas voir, ça m'a suivi pendant toute ma carrière professionnelle. J'avais envie d'allier les connaissances que j'avais développées, au cours de ces études et dans ce premier cycle, et puis une passion qui était le sport et notamment les sports outdoor. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer une personne qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelait Philippe Geoffard, qui s'appelle toujours Philippe Geoffard, mais qui est plus à la tête du groupe, La Fuma, et qui m'a fait confiance, qui m'a fait vivre, plein de choses différentes, au sein du groupe La Fuma, où je suis resté, en tout, 7 ans. Et j'ai quitté ce groupe pour, donc j'ai été jusqu'à, notamment la direction générale d'une magnifique marque qui s'appelle Le Chameau. Ce sont des bottes en caoutchouc, artisanales. Et puis j'ai quitté ce groupe pour rejoindre, le leader français du retail, cette fois-ci une deuxième belle rencontre, qui est Monsieur Beaumanoir et son épouse Jocelyne. Et c'est ce qui m'a amené à Saint-Malo, c'est là où est né mon fils aîné. Et du coup, j'ai dirigé des entreprises de retail dans la mode, et c'était passionnant parce que, je passais finalement d'une passion du sport, du wholesale à, des clients, des magasins. Le groupe Beaumanoir aujourd'hui, c'est, plus de 2000 magasins, hein. Donc c'était, très enrichissant pour moi, et ils m'ont proposé de partir en Chine. Et ça, c'était en 2016. Et donc je suis allé diriger la filiale du groupe, Beaumanoir en Chine, où on avait 1000 magasins, 10 000 personnes. Enfin, c'était une success story exceptionnelle, d'une PME bretonne. Et je suis tombé amoureux de ce pays, qui est un très beau pays,
très raffiné, une culture historique, enfin qui mérite autre chose que son traitement médiatique actuel de mon point de vue, parce que c'est vraiment une très belle société et j'y suis resté 5 ans. D'abord comme patron de Beaumanoir en Chine, je l'ai dit, et puis ensuite, 3e belle rencontre, des dirigeants du groupe LVMH qui m'ont proposé d'être président de l'horlogerie, pour ce groupe en Asie. Donc bah, voilà, j'y suis allé et c'était là aussi, assez génial. Cette fois-ci, c'était plus de la mode à petit prix, hein, c'était du luxe, très haut de gamme et de l'orfèvrerie, mais justement, c'est ce qui, je crois, me passionnait. Et puis, tout allait bien, tu l'as compris, j'avais, une carrière, qui moi me convenait, une femme très heureuse, des enfants heureux à Shanghai, une belle vie. Et puis, finalement un rêve que j'avais, toujours eu, mais c'était limite du fantasme en fait. J'étais persuadé que ça n'arriverait jamais, mais ça fait 30 ans qu'avec mon oncle, on se disait: «Et si?» Et il se trouve que pendant le covid, on a eu l'opportunité, tout d'abord de s'intéresser à Millet, et moi j'y suis rentré comme directeur général puisque mon prédécesseur partait, prenait du recul, et du coup j'ai eu la chance de pouvoir lui succéder, mais que comme directeur général, si je peux dire. On n'était pas du tout assuré d'avoir l'issue que tu connais aujourd'hui. Et puis au bout de 2 ans, donc ça c'était en 2020, et en 2022, le rêve éveillé a vraiment débuté puisque nous avons eu la chance de pouvoir reprendre l'entreprise. Et donc l'entreprise qui avait été vendue il y a 50 ans par mon grand-père et son frère, est redevenue une entreprise familiale, et avec Jean-Pierre désormais, et tout le comité de direction et un certain nombre enfin pas mal d'autres gens, bah, on a la chance aujourd'hui d'être obsédé par la pérennité de l'entreprise. Donc on est plutôt dans une logique d'entreprise familiale qui regarde à très long terme, et comme tu peux l'imaginer, il y a beaucoup de changements, dans ce monde de l'outdoor. Voilà. Alors merci pour cette présentation et ce parcours très éclectique. J'ai oublié de te dire, attends, pardon, parce qu'en fait, je parlais que de business. Je sais que les auditeurs sont aussi là pour le business, mais à titre personnel, en plus de ma vie familiale, je suis passionné de trail. J'ai la chance de faire pas mal de sport. J'aurais dû peut-être commencer par ça. Et donc, j'ai la chance, enfin, j'ai fait la Maxi Race 2 fois. Cette année, je vais faire la CCC. Alors, évidemment, avec un niveau d'amateur, hein, je finirai en pleine nuit la CCC. Hein, je finirai pas à 19h. Mais j'adore ce sport. Voilà. Et du coup, l'hiver, je fais beaucoup de ski de rando, de ski de fond. Mais l'été, je mets un pied devant l'autre et je passe des moments géniaux en montagne. Donc c'est aussi pour ça que je connais ton podcast, parce que je l'écoute régulièrement dans les sentiers. Et on est dans une région où on peut effectivement tout faire du ski de fond au plus haut sommet des Alpes. On va revenir sur l'histoire de Millet, une histoire qui a commencé en 1921 du côté de Lyon avec tes arrière-grands-parents qui fabriquaient des sacs en toile de jute. Aujourd'hui, vous êtes installé à Annecy, du côté du Parc des Glaisins, dans ce groupe Millet, une entreprise qui a connu pas mal de chaos, de rebondissements depuis 50 ans, tu le disais tout à l'heure, où il y a eu des achats, des ventes. Ça a appartenu à un moment au groupe La Fuma. Il y a eu aussi la marque Eder. Aujourd'hui, on en est où avec cette entreprise Millet? Ouais, alors c'est vrai que l'histoire est riche, elle est assez atypique, dès le départ d'ailleurs. Parce qu'en gros, c'est une entreprise qui se crée avec 2 fondateurs qui, ils viennent de Montvalzan. Montvalzan, c'est vers la Rosière, et qui descendent de la montagne pour ensuite aller travailler à Saint-Fons, parce qu'à l'époque, il n'y a pas l'or blanc, et que quand tu vis en montagne, bah, comme pas mal de gens en Italie aussi, hein, c'était la même histoire, bah, tu descends de la montagne pour aller travailler. C'est ce qu'ils font. Ils apprennent à faire des sacs en toile de jute, et assez rapidement aussi ouvrent une épicerie, parce que pareil, il n'y a pas de supermarché à cette époque. Et du coup, bah, ils combinent les 2 savoir-faire. Ils ont une épicerie qui alimente le quartier, et les gens viennent avec acheter des sacs pour mettre les aliments qu'ils achètent dans l'épicerie. Voilà, concrètement, c'est ça. C'est comme ça que ça démarre. Donc, c'est pas du tout un sac à dos, et on n'est pas lié à la montagne directement. Et puis, il se passe plusieurs choses à ce moment-là. La première chose, c'est que mon arrière-grand-père, qui était sur le front en 14-18, décède assez rapidement. Enfin, d'une part, il a des problèmes de poumons. Il a été gazé, malheureusement, comme beaucoup de gens sur le front à l'époque, et il décède assez. Alors, il a été gazé, donc ils sont partis s'installer à Annecy parce que l'air est pur. C'est ce qu'on dit à la fin des années 20, comme quoi, tu vois, c'est assez moderne. Et deuxièmement, il décède malheureusement. Et mon arrière-grand-mère, et c'est là où ça devient assez atypique, c'est que elle ne peut pas, parce que c'est une femme. C'est fou de le dire ainsi, hein, c'est les années 30, 1930. Elle peut pas hériter de l'entreprise. Elle a 2 fils de 14 et 16 ans, et donc elle attend la majorité de ses enfants pour leur transmettre l'entreprise, mais elle, étant une femme, elle hérite de rien, quoi. Tu peux pas avoir de compte bancaire, tu peux pas voter, tu peux pas hériter de l'entreprise. C'est ça la statue d'une femme il y a 100 ans, c'est dingue. Et donc avec sa volonté, et apparemment pour ses enfants, elle trouve un tuteur masculin, qui est pas quelqu'un de la famille, et qui va servir de mentor pendant quelques années, le temps que mon grand-père et son frère arrivent à la majorité. Et puis la guerre arrive, c'est une économie de troc.
Et donc là, ils sont à Annecy, ils font des sacs, ils essayent plein de trucs. Ils font des sacs de tennis, des sacs de voyage, toujours ces sacs de tuiles et autres. Et puis, finalement, bon voilà, la guerre passe et mon grand-père était passionné de montagne. C'est le début de l'alpinisme. À ce moment-là, il faut se mettre dans un contexte où, au début des années 50, il y a des équipes nationales qui essayent d'aller franchir les 8000. On n'a pas marché sur la Lune, facile. Et pour une fois, on pourrait peut-être s'en satisfaire d'ailleurs, c'est une équipe française qui gagne, puisque les premiers à aller au-dessus de 8000 sont des chamonniards, notamment Maurice Herzog et Louis Lachenal, hein, qui sont les deux allés en haut. Mais ils sont pleins en fait, hein, ils sont une dizaine en épopée. Et ce moment-là, il est fondateur pour nous, parce qu'ils sont équipés en sac à dos millet. 1953. Donc, moment très important pour nous, quoi. Et pardon, 1950, je te dis une bêtise, ça fait 75 ans, on le célèbre cette année. Et en fait, c'est le point de départ pour nous. Et mon grand-père passionné de montagne, le début de l'alpinisme se fait au travers de cette épopée. Derrière, il y a plein de conquêtes, l'Everest, le K2, etc. Et nous, on commence à faire des sacs à dos. Ça va durer jusqu'à la fin des années 70, où on ne fait que des sacs à dos. Et le textile ne commence qu'au début des années 80. À la fin des années 70, mon grand-père et son frère décident de vendre l'entreprise. À un moment où nous, on avait revu, vraiment, l'entreprise était très connue. On avait quasiment un tiers de part de marché en France à cette époque. C'est assez phénoménal. C'était pas aussi atomisé qu'aujourd'hui. Et puis, ils décident de vendre parce qu'ils sont pas certains de la succession, parce qu'eux, ils viennent d'un monde assez simple, et la taille de l'entreprise les dépasse un peu. En tout cas, c'est ce que me dira mon grand-père plus petit. Enfin, quand moi j'étais petit, un peu plus tard. Et du coup, ils vendent à des investisseurs locaux à Annecy. La boîte passe de main en main tout au long des années 80. Il y a plusieurs actionnaires différents qui en prennent possession, jusqu'en 95, où on est quasiment en faillite, hein, et au greffe du tribunal, le groupe La Fuma, qui lui-même avait été remis sur pied par Philippe Jonfard, dont je parlais tout à l'heure, qui en était à la tête, qui est un petit-fils La Fuma d'ailleurs. Le groupe rachète Millet, et c'est en 95 que l'histoire Millet redémarre. Et tu l'as bien noté, en effet, c'est un peu un phénix, parce qu'à ce moment-là, on n'est vraiment pas bien, quoi. Et Philippe avait bien compris l'histoire de Millet dans l'alpinisme et la montagne, et donc laisse à Millet la capacité à se réexprimer autour de ce positionnement technique de passionné de montagne dans la verticalité. Et alors là, on réaccompagne de nouveau un certain nombre d'athlètes, enfin encore aujourd'hui avec Charles Duboulot et Simon, mais on vit vraiment autour de ce plaisir que l'on a dans l'alpinisme. Mais évidemment, l'alpinisme, c'est un petit marché, donc on a commencé à faire aussi de la randonnée, et aujourd'hui, on fait du trail. Voilà. Du ski, évidemment. Donc voilà, donc l'entreprise, en fait, elle a eu vraiment des cycles jusqu'en 2022, où, comme je le rappelais tout à l'heure, on a eu l'opportunité, mon oncle et moi, de racheter au propriétaire de ce moment, qui s'appelait Calida, qui est un groupe coté en bourse, qui a mis en vente l'entreprise. Et donc nous, on a fait tout un processus de sélection assez long, hein, et concurrentiel, pour pouvoir racheter l'entreprise. On a eu la chance de s'associer à d'autres familles qui sont sous l'égide d'un fonds d'investissement qui s'appelle Inspiring Sport Capital, mais derrière, c'est finalement des familles françaises. Je pense notamment aux fondateurs de Nature et Découverte, notamment. Et en fait, c'est l'association de ces différentes familles, voilà, de ces gens qui partagent finalement un projet, enfin un amour pour la montagne, et pas mal de valeurs communes. L'idée même de faire famille, qui nous accompagne beaucoup. Voilà, c'est comme ça que l'entreprise redémarre depuis maintenant 3 ans, et j'espère pour un paquet de moments, un paquet d'années. Alors, tu le disais, l'histoire forte de Millet et de la montagne 1950, Maurice Herzog et Louis Lachenal, notamment, enfin Maurice Herzog au sommet de la Napurna, dans des conditions qu'on connaît, compliquées. C'est un moment aussi, tu le disais, où on a besoin de conquérir les sommets, parce que c'est très fort au niveau géopolitique, d'affirmer une forme de puissance. Après, d'autres grands noms ont bien sûr marqué la marque, Bonatti et De Maison dans les Joras. On a aussi Reynold Messmer, on a aussi Patrick Edlinger, le grimpeur fou, Christophe Profit, Jean-Christophe Lafaille, jusqu'à aujourd'hui, tu l'as dit, mon ami Charles Dubouloz, que je connais très bien. Vous équipez aussi les plus grandes compagnies de guides au monde, en ayant bien sûr forcément celle de Chamonix, la référence, mais aussi au Japon, en Suisse, le GMHM, le groupe militaire de haute montagne, pour ceux qui connaissent. C'est important, ce lien avec ces grands noms et ces grands partenaires, ces experts de la montagne et de l'alpinisme pour la marque Millet. Oui, à plein de niveaux. Alors, historiquement, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du sponsoring. On parle d'athlètes, on se parle de sponsoring, mais c'est pas comme ça qu'ils étaient définis par mon grand-père, c'était des conseillers techniques. Je trouve que le terme veut dire beaucoup de choses, parce qu'en fait, ce sont ces gens-là qui sont tous les jours en montagne, et équiper les guides de Chamonix, c'est 200 guides qui passent en moyenne 200 jours
enfin, entre 150 et 200 jours en montagne, et qui sont pas tous en recherche d'ultra performance ou donc si tu veux, c'est des gens qui vivent ce que nos clients vont vivre demain. Donc c'est hyper important pour mettre au point des produits de qualité. C'est vraiment fondamental pour nous. Donc c'est un vrai gage de technicité et de qualité. Deuxièmement, les guides, mais les athlètes, c'est pareil, ils voyagent, ce sont aussi des observateurs, et donc ils nous aident à comprendre aussi ce qui se passe en montagne et aujourd'hui, tu vois, tout à l'heure, tu citais quelques grands noms, il y en a un autre qui est Rebuffa. Rebuffa, il a écrit les 100 courses mythiques, dans le massif du Mont-Blanc. Aujourd'hui, tu en fais moins de 30. Et donc en fait, ils sont aussi témoins de ça et ils nous aident à nous adapter. La question de l'adaptation quand tu es une entreprise familiale et que tu te projettes à 30-50 ans et comment on fait pour faire vivre à chacune et à chacun un rêve en montagne dans 50 ans, bah, aujourd'hui, c'est assez fondamental que d'avoir ces gens-là. Donc ils nous aident aussi sur ces aspects-là et puis et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que ça fonctionne. Ça dépasse le cadre même, je dirais contractuel. Tu vois, je le racontais à travers d'une anecdote qui est Bonatti. Moi, quand j'étais petit, ma grand-mère me parlait toujours de Walter. Je savais absolument pas qui c'était, hein. Moi, j'avais 6 ans, ma grand-mère était italienne et en fait, elle me racontait qu'il y avait un monsieur qui venait souvent, parce que mes grands-parents vivaient au même étage. C'est-à-dire qu'il y avait la famille de mon grand-père d'un côté, puis sur l'autre palier, de l'autre côté, la famille de mon oncle. Puis au milieu, la reine-mère, mon arrière-grand-mère. Et il y avait un appartement de disponible là. Et en fait, tous les conseillers techniques, quand ils venaient, ils dormaient là. Donc en fait, ils faisaient famille avec tout le monde. Et donc ma grand-mère me parlait de Walter qui aimait bien les pâtes qu'elle lui faisait. Et en réalité, c'était Bonatti qui passait un mois, enfin, je sais pas, il devait venir 4-5 fois par an, quoi. Et il venait dans la famille. Donc ça crée des liens très forts. Donc ça dépasse aussi, je crois, le cadre uniquement économique. Tu vois, je pense qu'une entreprise aujourd'hui, en tout cas une entreprise familiale, l'économie est d'une certaine manière un levier pour faire vivre une raison d'être. Quoi. Tu vois, c'est d'une certaine manière pourquoi on est tous ensemble. Enfin, le profit qu'on dégage, c'est un des éléments, un des leviers pour créer des salaires, enfin créer des emplois, payer des salaires, créer un grand pourquoi. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça en tout cas. Et donc nous, ces conseillers techniques, tous ces liens-là, ils sont assez fondamentaux pour faire famille et nous faire comprendre comment nous adapter demain aux évolutions de la montagne. Et du coup, on les enrichit constamment parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens dans l'alpinisme, tu en as cité plein, mais les montagnes changent et donc on s'élargit. On peut par exemple s'associer à une autre marque. Là, en ce moment, on a une collaboration avec qui va durer, un partenariat industriel avec une marque de vélo assez connue qui s'appelle Canyon, parce que dans le gravel, parce qu'on commence à faire famille aussi avec eux. Finalement, on commence à s'intéresser à tous ces clients qui font de l'alpi, mais qui font aussi du vélo. C'était pas nécessairement le cas il y a 100 ans. Maintenant, c'est le cas. Le trail, c'est exactement la même histoire. On voit un certain nombre de gens qui sont des guides, qui font aussi du trail. Donc, tu vois, on s'intéresse à des nouvelles pratiques parce que ça évolue ainsi. Et puis, dernier point, c'est aussi des nouvelles zones géographiques. Pendant longtemps, au Népal, il n'y avait pas de guide. Il y a des Sherpas. C'est bizarre, hein, mais c'était comme ça. Pourtant, c'est des gens qui connaissent parfaitement la montagne. Il y en a un là récemment qui a fait son 34e Everest. C'est quand même un truc de fou. Et ces gens-là, en fait, n'avaient pas de formation de guide. Donc, ils étaient là pour accompagner des expéditions, elles-mêmes guidées par des gens de Chamonix. C'est un peu paradoxal, quand même. Et donc, pour nous, il était important, au regard de tout ce qu'on peut faire en Himalaya enfin, faire nous directement ou nos clients, que l'on puisse aider ces populations à elles-mêmes se former au guide. Donc, aujourd'hui, on est partenaire des guides du Népal. C'est 75 guides, hein, donc c'est pas une petite compagnie. Et ces gens-là viennent se former, bien sûr, à Chamonix, mais aujourd'hui, ils peuvent exercer librement au Népal. Et pour nous, c'est aussi important d'un point de vue social, environnemental, que voilà, de vivre avec notre temps et d'étendre ça. Voilà, c'est un peu long, mais j'espère que tu as compris le raisonnement derrière. Non, non, c'est très clair, merci. Mais justement, pour aller un tout petit peu plus loin dans cet ADN très, très fort que vous avez avec la montagne ici, moi, je vis en montagne aujourd'hui. Millet, c'est une marque référente, absolument référente, comme on peut parler de Vibram sur la semelle. Millet est référente en termes de technicité, de qualité de produit. On a l'impression que vous avez du sang de la montagne qui coule dans vos veines, quoi. C'est presque à ce point-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cela est pas un facteur limitant justement dans votre développement où vous êtes tellement assimilé à ces performances, ces exploits en haute montagne? Je vois régulièrement Charles Dubouloz et d'autres aujourd'hui, les Léo Billon aussi au GMHM. Est-ce que c'est une force ou une faiblesse en fait? C'est nécessairement une force. C'est nécessairement une force. Une marque, ça a besoin d'avoir un ancrage, un lieu, une histoire, des produits, un positionnement. Je pense il vaut mieux être fort, enfin être plus fort quand on enfin, comment dire?
vaut mieux travailler ses forces que d'essayer de pallier à ses faiblesses. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment mon point de vue dans un marché en croissance. Donc, je suis convaincu que c'est une force. Le risque, cependant, c'est d'être un peu obtus, d'être une industrie de passionnés et donc de penser comprendre ses propres clients en réfléchissant à soi-même. Ça, c'est l'énorme écueil dans lequel on tombe parfois, c'est de penser à la place de nos clients. Nous, on a des clients aujourd'hui, tu l'as compris, notre mission, c'est de faire vivre à chacune et à chacun un rêve en montagne. On a des clients, c'est des Coréens, ils viennent à Chamonix, ils prennent le Skyway ou la benne de l'Aiguille du Midi, pas pour pratiquer, juste pour observer, pour contempler. Bah, ces gens-là sont nos clients et on n'a pas comme client uniquement Léo Billon ou Charles, justement. Donc, je pense que ça nous demande de la curiosité, une certaine ouverture pour pas tomber dans ce qui pourrait être une faiblesse. Mais en revanche, c'est une vraie force que d'avoir ça. Parce que inversement, si tu regardes le marché dans lequel nous sommes, il y a eu de tout temps des nouveaux entrants, des gens qui ont essayé de rentrer dans ce marché. Je citerai pas les marques, mais elles sont assez évidentes. Il y en a peu qui ont réussi. Parce que tu as besoin de cette légitimité qu'on va chercher. Nous, aujourd'hui, on équipe des gens qui vont aller faire, Charles est un bon exemple, une face nord des Joras en hiver pendant 6 jours. Si les produits que tu lui donnes ne sont pas qualitatifs, très concrètement, il est en risque de mort. Il va cailler, quoi. Enfin, il peut mourir de froid. Donc, il faut quand même avoir un rapport de confiance assez fort entre le client et la marque. Donc, moi, je vois que c'est plutôt une force, mais ça demande quand même une certaine ouverture d'esprit. Et deuxièmement, donc savoir vivre avec son temps, aller voyager, comprendre comment la montagne évolue. Les montagnes, c'est pas que Chamonix. Il y en a en Asie, il y en a en Amérique, il y en a en Afrique. Et il faut savoir s'ouvrir à ces différentes zones. Et puis, dernier point, je pense que c'est même une force aussi dans la vie de tous les jours. Nous, on dit, et je vais le redire là, on n'est absolument pas une marque de mode et on ne souhaite absolument pas le devenir parce que c'est très éphémère, donc c'est assez loin de l'idée de pérennité qu'on essaye d'avoir avec l'entreprise. Ceci étant dit, on est ravi de voir des gens qui portent quotidiennement nos produits. À partir du moment où on a un sac à dos, même qui est pensé pour la montagne, qui est fonctionnel, technique, et que celui-ci est utile à un actif parisien, à Londres, à Milan ou à Shanghai, parce que c'est plus simple de se balader avec son sac à dos ou d'avoir sa veste Gore-Tex quand tu fais du vélo, bah, évidemment, nous, on est ravis de les accompagner. Donc il y a pas nécessairement de dissociation comme il pouvait y avoir avant. C'est en gros, quand c'est du loisir et de la montagne, je prends cette marque-là et puis au quotidien, j'en prends une autre. Moi, je pense au contraire qu'il y a des passerelles, mais le risque dans lequel on ne doit pas tomber, c'est de faire des produits de mode ou faire des produits pour nous. Alors on l'a bien compris, on est dans une mondialisation, du sport, des activités, de loisirs, qu'on soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou en Europe. La filière, des sports outdoor se porte plutôt bien, de ce qu'on en voit de l'extérieur. Je vais citer quelques grandes marques, hein, européennes ou mondiales, Mammut en Suisse forcément, un concurrent, Dynafit en Autriche, La Sportiva ou Scarpa en Italie, Merrell aux États-Unis, qui pour moi est un peu le pendant de Millet en France, ou Keilas en Chine. Quelle est la tendance aujourd'hui du sport outdoor au niveau français, européen et même mondial? Alors, enfin, petite correction, Dynafit, c'est italien. Il faut quand même que je leur redonne ça. Ils sont dans les Dolomites. Ah oui, Dynafit, pardon. Bon, c'est pas grave. Mais toutes les marques que tu as citées, en effet, sont des marques vraiment de grande qualité. Et il y a de la place pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que le marché de l'outdoor, en effet, tu as raison, il s'est développé. C'est un marché qui, alors, à la sortie du Covid, les consultants dont je faisais partie il y a 25 ans estimaient que ce marché allait croître de 8% par an en valeur. En volume, c'était un petit peu moins parce que c'était le moment d'inflation. Aujourd'hui, les estimations, elles ont été revues un petit peu à la baisse. Elles sont autour de 6% par an. Mais ceci dit, 6%, enfin, c'est plus gros c'est plus que la croissance du PIB indien ou la croissance du PIB chinois. Donc, c'est un marché qui va bien. Voilà. Il y a beaucoup d'acteurs historiques. Dans quasiment tous les pays, tu vas avoir un acteur voilà, installé. Et il y a plein de nouveaux entrants, notamment des marques de mode qui essayent, ou de luxe, qui essayent de rentrer sur certaines des verticales, dans le ski par exemple. Donc il y a un marché en croissance avec un certain nombre de marques. La dynamique, elle est très forte en Asie parce qu'il y a l'émergence de nouvelles classes moyennes et que celles-ci découvrent qu'elles ont enfin, ces classes moyennes vivent dans des pays qui sont des très beaux pays d'outdoor. Le meilleur exemple étant la Chine, que je connais bien. Tu as, que ce soit le désert de Gobi, de la grimpe à Chengdu dans le Sichuan ou évidemment l'ouest proche de l'Himalaya. Enfin, l'Himalaya, tu as des pays incroyables, vraiment. Donc, tu as l'émergence d'un certain nombre de nouvelles classes moyennes qui drive la croissance en Asie, en Europe également, et puis je finirai sur la France. En Europe, c'est la même chose. On a eu, alors le Covid a été, petite parenthèse quand même,
C'est-à-dire qu'à un moment, on a tous redécouvert qu'être dehors, c'est quand même cool. Ceci étant dit, il y a eu beaucoup de nouveaux entrants, beaucoup de suréquipements à ce moment-là. Bon, le Covid c'est un peu passé, donc on retrouve une croissance plus modérée depuis 2-3 ans, mais c'est un marché qui continue à croître. Ce qu'on constate, c'est que tu as pas nécessairement en Europe beaucoup de nouveaux pratiquants. C'est pas nécessairement le cas. En revanche, ce que tu constates, c'est que les pratiquants de sport, aujourd'hui, considèrent le sport comme un élément fondamental de leur équilibre. Je vais pas dire que c'est un bien primaire comme de l'eau ou comme se nourrir, mais ça en est pas si loin, notamment en termes de bien-être mental. Ça peut être aussi un bien-être social. C'est-à-dire qu'en société, aujourd'hui, il faut dire que tu fais du sport. C'était pas nécessairement le cas il y a 50 ans. Donc tout ça sont des sous-jacents importants au développement de notre marché. Et derrière tout ça, il y a une lame de fond qui est le trail running que vous aviez tous bien identifié et qui est vraiment un marché, enfin, un des marchés qui se développe le plus dans les différentes verticales. C'est notamment le cas en France, et je finis là-dessus. Donc le marché français des activités traditionnelles d'outdoor, il est en légère croissance, mais ce qui tire le marché, c'est le marché du trail running, hein, soyons clairs. Si tu veux, même par rapport à la route, le running en général est en développement. Et aujourd'hui, le trail running, il y a plus de courses de trail running en France qu'il n'y a de courses sur route, hein, il faut quand même s'en souvenir. Voilà. Et c'est un marché, alors que l'outdoor était souvent un marché assez masculin, c'est un marché aujourd'hui assez équilibré, hommes et femmes. On l'a vu sur les derniers chiffres qui ont été présentés au Connect au mois de mars, c'est tout à fait juste. Justement, dans ce paysage mondial, européen et français, le groupe Millet, si on parle vraiment du groupe Millet, il se positionne comment? Alors, on le disait tout à l'heure, c'est un groupe qui a connu quelques secousses, quelques soubresauts. Aujourd'hui, quelques chiffres ou quelques perspectives de chiffres pour les 5 prochaines années de votre côté? Ouais, ouais, bah, il y a 10 ans, on faisait à peu près 50 millions d'euros. Cette année, on va en faire 100. Quand on a racheté, on en faisait 70. Donc, voilà. Donc, en 3 ans, on a quand même plutôt développé l'entreprise. Sur les 100 qu'on va faire un petit peu moins cette année, la France c'est notre premier marché. La France, c'est un peu moins de 40%, entre 30 et 40%. Le Japon est notre deuxième marché. On y est depuis plus de 60 ans maintenant. Donc, c'est un gros marché pour nous. Et puis ensuite, les marchés autour du Mont Blanc, donc l'Italie, tu vois, Chamonix, c'est vraiment notre ancrage, quoi. Donc l'Italie, la Suisse et la France, c'est les gros marchés européens pour nous. Et on vient justement de se développer en Asie au travers de ce hub japonais, notamment en Chine et en Corée. Et les perspectives, ce qu'on constate par ailleurs en termes d'activité, la randonnée est un marché aujourd'hui qui est le plus gros en taille, hein, ça reste le plus gros marché. Le trail running, évidemment, s'installe vraiment heu, dans tout le marché, mais c'est aussi vrai chez nous. Nous, on a une surpondération de l'alpinisme pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer précédemment et du fait de notre histoire, au même titre que les sacs à dos, sont les catégories qui, pour nous c'est pas la plus grosse, hein. Ce qu'on vend le plus, c'est du textile, mais la part de marché du sac à dos chez nous, elle est quand même assez élevée. Et on a 650, j'aurais dû te dire ça aussi, pardon, on fait vivre, 650 personnes qui sont salariées du groupe, dont 100 au Japon. On a 250 personnes en Tunisie. Nous, on a la chance d'être encore industriel et je dis volontairement la chance, puisque pendant longtemps, c'était pas bien d'avoir des usines. Moi, je pense au contraire et le Covid l'a encore redémontré que c'est fondamental, de pouvoir maîtriser, verticalement ce que tu produis. Donc 50 de nos produits textiles sont aujourd'hui faits dans cette usine tunisienne et puis on a à peu près 200 personnes en France. Alors, on reviendra tout à l'heure à l'univers spécifique du trail running, mais si aujourd'hui le groupe Millet devait se développer, en dehors bien sûr du trail running, c'est quoi les leviers de croissance? C'est le développement produit, c'est la recherche-développement, c'est pourquoi pas aller sur le gravel, sur d'autres sports, peut-être un peu sur le urbain, sans forcément aller sur la mode. C'est quoi exactement? Alors, le premier levier, il est géographique, en fait, avant d'être par activité. C'est qu'il y a vraiment beaucoup la marque, elle est connue en France, elle est connue au Japon, je l'expliquais, un peu en Italie, en Suisse, mais il y a plein d'endroits dans le monde où, on n'arrive pas à servir suffisamment, notamment des alpinistes dans les Andes, pas dans les Andes ou en Himalaya. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des produits Millet. Donc ça, c'est notre premier levier, c'est simplement de faire ce qu'on fait aujourd'hui, mais de le faire connaître auprès, de gens qui n'ont pas accès à la marque tout de suite. Le deuxième levier, tu l'as cité en effet, c'est, le développement du trail et dans cette tendance de l'aventure. On a longtemps sponsorisé des raids d'aventure. Alors ça va parler aux personnes, quarantenaires et plus, parce que je suis pas sûr que chez les jeunes, il y a encore de ce type d'événements. C'est des événements géniaux où tu avais, différentes pratiques. Tu pouvais faire du canoë, du run, du bike et cetera. Nous, on croit beaucoup à ça et du coup, le retour de l'aventure, et en effet, ça peut passer par le gravel. Plus globalement, c'est l'idée d'être multisport et d'avoir, 2 points à rallier et d'utiliser, différents moyens. Tu peux utiliser un parapente aussi, tu pourrais utiliser des skis. Donc
je crois qu'en fait, c'est la multi-activité qui est intéressante et donc faire des produits qui soient polyvalents pour la multi-activité, ça, c'est un autre point. Troisième point, c'est l'innovation, tu l'as dit. Nous, c'est dans notre essence même, hein, et c'est pour ça qu'on sponsorise ces fameux conseillers techniques dont on parlait tout à l'heure. C'est justement pour faire émerger des innovations. Je pense qu'il y a encore beaucoup de possibilités d'innover dans le marché de l'outdoor. Donc, le meilleur exemple étant le trail, qui l'a démontré. Aujourd'hui, le trail devient un produit de randonnée. On n'imaginait pas que la randonnée deviendrait ainsi il y a 10 ans. Donc, je suis convaincu de cela, et notamment dans le portage d'eau, notamment dans les sacs à dos. Je pense qu'il y a pas mal d'améliorations qui sont encore possibles. Donc oui, l'innovation et la R&D, c'est un levier. Le dernier point, c'est le lien à la data. Pendant très longtemps, en fait, nous, on était des designers, donc on dessinait et on produisait, on fabriquait. Et puis ensuite, ces produits étaient livrés à un revendeur de sport qui lui-même leur vendait à un pratiquant. Aujourd'hui, c'est un peu plus complexe puisque nous, on est à la fois acteur direct de retail, on a un site marchand, on a quelques magasins, et puis évidemment, on a gardé cette activité traditionnelle et fondamentale du wholesale. Pourquoi? Parce qu'on a des clients qui parfois veulent voir tous les produits du marché pour essayer au mieux la meilleure veste du marché. Ça, ce sera pas chez nous, ce sera plutôt chez un de nos partenaires de sport. En revanche, on a d'autres qui sont passionnés de notre marque parce que ça fait plusieurs années ils sont bien dans nos chaussures. Ils auront nécessairement plus de choix en chaussures dans nos magasins que chez un revendeur de sport. Donc les deux sont très complémentaires en fait. C'est juste deux besoins clients différents. Ce développement-là, au travers de la donnée client, comprendre à partir de la data ce dont les gens ont besoin, ça crée nécessairement du business parce qu'en fait, tu fais mieux les choses, tu comprends mieux ce dont ont besoin les gens. Donc voilà, c'est un peu tous ces axes-là sur lesquels on essaie de travailler, et encore une fois, avec la modestie d'une petite ETI au Savoyard. Petite, pas si petite que ça quand même. On parle souvent de tout ce sport à outdoor, qui génère un gros business, dans le monde, économique, français, hein, faut pas s'en cacher. Il y a à la fois d'un côté, les marques qu'on appelle les marques brunes, c'est-à-dire dont vous faites partie, les marques un peu typées montagne, face aux marques blanches, les marques plutôt du running, du fitness, on va pas les nommer, tout le monde va les reconnaître. Mais globalement, vous êtes un peu dans le même bateau, dans le même moule, de faire participer les gens à des activités sportives, à les faire sortir, à leur bien-être. Est-ce que aujourd'hui vous sentez, parce que je sais que tu es aussi investi, on en parlera juste après avec OSV, à Outdoor Sport Valley, est-ce que vous sentez que vous avez un poids politique à jouer et que vous avez aussi un soutien économique de la part du gouvernement, hein, et des acteurs politiques? Alors, est-ce que c'est un poids? Non, moi je le vis pas comme un poids politique, mais en revanche, tu as raison. Je trouve que notre rôle, pour faire vivre cette mission, de vivre à chacun et à chacune un rêve en montagne, notre rôle, c'est de mettre les gens dehors. Enfin, notre premier concurrent, c'est, le canapé, le téléphone, quoi. Et non, mais sincèrement, et je le dis un peu ouvertement, mais je trouve qu'il y a tellement de vertus à aller dehors, et enfin, la montagne, ça élève, quoi, sous tous les sens enfin, tous les sous-entendus de ce terme. Donc oui, notre rôle, c'est de faire comprendre aux gens qu'on est bien dehors, on est bien en nature. Voilà. Mais évidemment, il faut le faire avec un certain nombre de règles, si je peux le dire ainsi, pour la préserver, parce que c'est mieux de la contempler que de l'utiliser. Voilà, donc oui, on a ce rôle-là. Je le vis pas comme un poids, je le vis plutôt comme une opportunité. Tu vois? Il y a une logique de passer de la transmission ou du partage, mais tu as juste envie de dire aux gens: «Mais venez dehors, sortez de votre canapé, foutez le nez dehors, vous verrez, c'est mieux, hein». Et donc je pense qu'il y a un vrai rôle à ça. Ça peut être un rôle pour des générations de demain. C'est aussi vrai pour des gens qui ont pas eu la chance de le faire. Tu vois? On sponsorise une assoce que j'adore qui s'appelle 82 4000 Solidaire, qui est, notamment menée par un guide chez nous qui s'appelle Aurélien Bessia, et auquel j'ai participé, et qui justement aide des gens qui ont jamais l'occasion d'aller en montagne, plutôt de milieux défavorisés, souvent des gens à la rue, où on les amène en montagne pendant une semaine, et c'est incroyable de voir la réaction de ces gens. Enfin, vraiment, tu le vis, quoi, et c'est dans ces moments-là que tu vois que c'est fondamental que de pouvoir partager, le bonheur que l'on a en étant en nature et souvent en montagne. Du coup, pour revenir à ta question, nous, notre rôle, c'est plutôt d'essayer d'accélérer cela. Donc voilà, je le porte pas mal, tu vois? Je le porte pas comme un fardeau. Vraiment, c'est plutôt une opportunité. Mais notre rôle, c'est en effet, du coup, d'aller, sensibiliser ou conseiller, si parfois on nous demande notre avis, des politiques plutôt locaux, hein. Nous, on a, très bon rapport avec un certain nombre d'élus locaux, et c'est aussi la même chose, avec nos clients, enfin l'ensemble des chaînes, tu vois? Donc en magasin, par exemple, on peut évidemment, conseiller. Sur notre site, on a un certain nombre de conseils. Donc la relation qu'on a avec, les pratiquants, elle ne se limite pas juste à une relation transactionnelle où on dit: «Bon, bah, il faudrait que tu achètes mon sac à dos». Enfin, c'est quand même assez limitant, quoi. Mais plutôt d'essayer de lui dire: «Voilà à quoi ça sert, voilà comment tu dois l'utiliser». Et d'ailleurs, tu vois, si tu vas sur notre site, par exemple, en ce moment, tu as, les plus beaux GR en France.
et on va t'expliquer ce que nous on pense être des très beaux GR, et puis après tu cherches à t'équiper. Donc voilà, c'est notre rôle, c'est finalement de créer une relation pour partager ce qui pour nous était censé être dehors. Et pour cela, on peut servir de plateforme. Plus récemment, on a, et ça j'en suis assez fier, pas dire que c'est du militantisme, mais pas si éloigné, ce sont les glaciers. C'est un élément absolument fondamental de l'écosystème humain, où souvent assez méconnu, où souvent on pense que le glacier, ça concerne ceux qui vivent autour. Donc, en gros, les gens de Chamonix, les gens en Suisse et autres. Alors que la réalité, c'est que par exemple à Lyon, 50% de l'eau potable, elle vient des glaciers. Que le Gulf Stream, il vient justement de cet écosystème de glaciers, que ça emprisonne du carbone, c'est un puits de carbone. Bref, il y a 50 000 vertus à avoir ces glaciers. Donc il faut vraiment, pour moi, c'est un moment important que d'essayer de financer la recherche autour de ces glaciers pour qu'on comprenne mieux ce qui va se passer, sensibiliser pour essayer de réduire les impacts. On a quand même des risques où les glaciers pourraient disparaître à plus de 75% en Europe, ce qui serait un drame absolu, vraiment, hein, pour plein de gens qui vivent très loin des glaciers, notamment en Europe. Et enfin, c'est là où on est limite militant, essayer d'aller voir des gens qui sont décisionnaires pour leur expliquer qu'il faut s'en occuper. L'ONU a décrété cette année en 2025 que c'était l'année des glaciers. Je sais pas très bien ce que c'est que l'année des glaciers, mais bon, fondamentalement, ça veut dire qu'il y a un focus sur les glaciers. Et donc nous, on pense que c'est un moment où notre fonds de dotation qu'on a créé, qui s'appelle MIA Agit pour les glaciers, que ce fonds d'attention doit avoir un rôle. Prends un exemple tout bête. Il n'y a pas de loi aujourd'hui. Si un glacier se fond, se rétracte, concrètement, ce qui se passe, c'est que c'est pas du tout comme une éruption volcanique. Hein. Très concrètement, il y a une tourbière, il y a des bactéries, il y a des arbres qui poussent. Nous, on milite pour que ce terrain-là, qui auparavant était occupé par des glaces, il soit pas propice à de la construction foncière, faire émerger un 5 étoiles. On pense que c'est une erreur. Et donc ça, c'est pas, il n'y a pas de loi autour de cette préservation. Donc on pense que cette année, notre rôle, c'est d'essayer d'aller sensibiliser avec notre petit militantisme, je peux le dire comme ça, c'est aller voir les gens, mais souvent les gens sont convaincus quand on leur explique, hein, tout le monde, que il faut absolument ne pas y toucher, quoi, et laisser la nature comme elle est. Voilà. Je crois qu'il y a pas mal d'actions d'ailleurs du côté de Chamonix, puisque Éric Fournier en a fait un de ses axes de l'année 2025 où beaucoup de scientifiques vont venir sur Chamonix faire des conférences et en parler régulièrement pour sensibiliser toute la planète au monde des glaciers. Et c'est vrai que moi, je les ai sur ma droite là. On les voit fondre et on les voit surtout devenir gris au mois d'août alors qu'ils étaient blancs auparavant. Donc ouais, une situation très inquiétante. Ouais, ouais, tu vois, typiquement, les initiatives que tu mentionnes du maire de Chamonix, on y prend part. Moi, je suis à la table ronde ce vendredi sur ce sujet. Enfin voilà, ça continue, quoi. Oui, oui, on est actif sur ces sujets de glaciers avec la mairie de Chamonix. On parlait, on va revenir au monde économique et justement à OSV, Outdoor Sport Valley, qui a été lancé, initié par aussi un grand monsieur du monde de l'outdoor, Jean-Luc Diard, ancien patron de Salomon et d'ailleurs à l'époque aussi d'Adidas. Aujourd'hui, on parle de grandes entreprises au sein de OSV, mais aussi de toutes petites entreprises qui arrivent à se lancer. Et vous êtes hyper important dans cet écosystème de pépinière d'entreprise, c'est-à-dire que vous, gros acteurs, gros faiseurs du monde de l'outdoor, vous êtes là aussi pour accompagner les nouveaux entrants. C'est fort ça quand même, non? Ouais, alors déjà, le OSV, c'est vraiment une belle réussite, hein. Pour une association, il y a quand même 10 salariés. Toutes les associations n'emploient pas 10 salariés, hein, sincèrement. Il y a 500 membres. C'est beaucoup, hein, plus de 200 marques. C'est financé à la fois par des fonds privés, des fonds publics. Donc il y a un bon équilibre économique qui a été trouvé. Des fonds publics qui sont la région, le Grand Annecy notamment, et puis plein d'acteurs privés. C'est une association qui fonctionne bien et qui fonctionne bien avec différentes verticales, dont celle que tu cites, qui sont les startups. On a fait, il y a plein de startups qui sont aujourd'hui devenues des belles entreprises, hein, qui sont nées de l'OSV. Tu vois, pour en citer Snow Leader notamment, Wise, que certains connaissent sûrement en courant en nous écoutant. Il y en a plein d'autres. Bon, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a beaucoup. Et donc oui, c'est assez fondamental. Je pense que on l'a dit tout à l'heure, le marché de l'outdoor, il se développe. Donc, il est assez logique que les acteurs historiques, au lieu de tout garder pour eux, au contraire, essayent de faire émerger des nouvelles idées. Enfin, encore une fois, l'objectif commun de tout le monde, c'est de s'émerveiller en montagne. Et c'est l'objectif de l'OSV, donc de nourrir une filière économique qui est très importante, hein,
en Rhône-Alpes en tout cas, et donc de faire que cette filière, elle soit saine, elle crée des emplois, et ça passe pas par, quelques barons qui se partageraient le marché. Au contraire, enfin ça c'est mort d'avance, hein. C'est au contraire de faire émerger plein de gens, quoi. Voilà, donc oui, moi j'y passe du temps, j'ai la chance d'être, au conseil d'administration, enfin c'est vraiment, ouais, et puis ça fait du bien, tu vois? À titre personnel, là je parle plus pour moi, mais je passe du temps avec des entrepreneurs, certains que j'ai cités. Chaque fois que je les vois, j'apprends un truc. Sincèrement, tu apprends toujours des choses en t'ouvrant à des mondes qui sont différents, des entreprises de différentes tailles, des verticales que tu connais pas bien. Ils voient les choses différemment. Donc c'est très utile même à titre perso. Et on peut dire, pour connaître quelques entreprises, que tous ceux qui passent quand même par l'incubateur OSV sont quand même des entreprises qui, à la fin, réussissent. Je pense à notamment Wise, partenaire de ce podcast, mais que j'ai aussi reçu dans l'épisode, qui sont volontairement venus des Pyrénées en arrivant de Nouvelle-Calédonie pour s'installer à Annecy, parce que pour eux, c'était aussi une clé de la réussite. Donc, c'est pas Bien sûr. anodin, cette OSV qui avait été un peu créée par Jean-Luc Diard sous le modèle de la Silicon Valley du trail. C'était un peu ça. De l'outdoor, plus, de Oui, l'outdoor. oui, non, mais en fait, ce qu'on oublie parfois, quand on n'est pas industriel, hein, nous, notre rôle, c'est pas de faire des slides, hein. Notre rôle, c'est de créer des produits et donc quand tu crées des produits, il y a différents acteurs sur la chaîne. Donc tu as, des designers, tu as des gens qui prototypent, tu as des gens qui font du marketing, enfin de l'événementiel, tu as des agents, tu as des entreprises, enfin, des entreprises qui fabriquent. Toi, tu as différents maillons dans la chaîne et ce qui a été réussi par l'OSV, et encore une fois avec le soutien de toutes les parties prenantes que je citais, c'est d'avoir créé cette chaîne ici et entre, en gros, Grenoble et Annecy, tu as à peu près, tous ces acteurs, tous ces sous-traitants. Donc à 1 heure, tu peux aller mettre au point un produit, voir une agence d'événementiel, voir un agent d'athlètes. Enfin, c'est ça qui fonctionne bien et je pense que la Silicon Valley, c'est la même histoire ou Airbus à Toulouse, c'est la même histoire. Enfin, voilà, c'est finalement, il y a une filière. Voilà, c'est le décolletage, ça et il faut jamais oublier ça et parfois, on a eu un peu tendance, au début des années 2000 en disant qu'en gros, les usines, fallait que ce soit sous-traité et délocalisé. On a un peu oublié que il faut créer une filière avec, enfin, ces différents sous-traitants et l'OSV permet ça. Justement, ce côté délocalisation m'amène à la dernière partie de cet aspect économique. C'est forcément un projet qui te tient à cœur, qui a tenu à cœur au groupe Millet, au groupe Salomon aussi, puisqu'ils ont investi. C'est le projet ASF 4.0. Donc, je crois que c'est Outdoor Sport Factory, c'est ça, le ASF. Automated, ouais. L'idée, c'était par Gilles Réguillon en Ardèche, avec son groupe Chamatex, de créer une unité de fabrication où l'on puisse faire des chaussures 100% made in France, d'où la marque Matrix, qui est née de cette idée. Aujourd'hui, j'avais reçu Gilles dans le podcast, il me disait que c'était un peu compliqué de tout réaliser. On en est où? Est-ce que les chaussures Millet sont toujours produites du côté de l'Ardèche? Bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a Babolov aussi qui était à l'origine, je les cite en plus de nous. Oui, oui, bah, alors déjà, c'est grâce à pour ceux qui l'ont pas écouté d'ailleurs, revenez en arrière sur le podcast, allez voir le podcast de Gilles parce qu'il est en effet intéressant, clairement et inspirant. Mais oui, c'est grâce à la force de conviction de Gilles qu'on s'est tous, mis autour de la table, persuadés que, bien sûr, il y a des vertus à produire, dans des endroits où, les salaires sont moins élevés qu'en France. C'est ça la réalité. Donc oui, parfois, il peut y avoir cet intérêt-là, mais parfois, il y a aussi un objectif pour nous qui est différent, qui est pas de stock, pas de déchets et être à côté, produire, là où tu commercialises et c'est exactement de cela qu'est venue, l'idée d'ASF. Nous, on continue à les vendre, mais pour une bonne raison, et je pense que c'est le truc le plus important. Souvent, je suis interrogé sur la relocalisation. Je pense que ce terme est faux. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir parce que relocaliser, ça voudrait dire qu'en gros, tu te forces pour. Ça marche jamais quand un âne qui a pas soif, tu lui fais pas boire et donc je pense que nous, on a pris le truc différemment grâce à Gilles, c'est qu'on a pensé à l'innovation et on s'est dit: «Bah tiens, la zone de fragilité d'une chaussure, ce sont ses coutures. C'est parce que tu as trop de couture» et le mode opératoire, notamment asiatique, c'est d'avoir plusieurs coutures sur une chaussure, et donc ça peut potentiellement créer de la fragilité, donc ça favorise pas la durabilité de la chaussure et grâce à ASF, on a réussi à mettre au point un processus qui est comme une gousse d'ail si tu veux et en fait, tu as juste une couture à la fin, l'origami japonaise, quoi et ça, pour nous, c'était créateur de valeur donc en fait, on innovait, on amenait sur le marché des chaussures qu'on n'était pas capable de faire ailleurs et alors là, il y avait tout un sens. Cerise sur le gâteau, c'est fait en France. Mais je pense c'est de cette façon-là qu'il vaut mieux réfléchir à ce type
d'approche court terme. Enfin voilà, moi ça c'est mon point de vue. Et c'est oui une réussite. On a fait des chaussures, enfin qui sont des chaussures de trail avec d'ailleurs 100% françaises, puisque tu l'as dit, Matrix est en France. On a des semelles Michelin et on fabrique à Ardoix en Ardèche. Parallèlement à ça, cependant, une des difficultés auxquelles on est confronté en général en France, c'est les bassins d'emploi. Je sais que c'est un peu paradoxal, mais malheureusement, les métiers industriels, ça fait trop longtemps que on en a perdu un certain nombre. C'est plus des métiers, et il faut d'ailleurs qu'on les redéveloppe, qui sont aussi attractifs qu'ils ne le furent pour les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile d'aller former des jeunes, de leur donner envie de travailler en usine, alors que c'est un métier hyper noble, sincèrement. Et il y a possibilité, à travers un certain nombre tu vois, d'alternance, enfin de différents contrats aujourd'hui. On essaye de reconstruire la noblesse du métier industriel, mais c'est quelque chose auquel on est confronté. Alors, de surcroît, dans des territoires comme l'Ardèche, où il y a finalement un bassin d'emploi qui est assez faible, sauf qu'en plus, il y a des très belles usines de marques de luxe pas très loin. Donc, on a, en plus de cette usine française, un projet qui est en train de se construire en Europe, pour faire sortir de terre une deuxième usine. Toujours dans cette idée de processus d'innovation unique à côté de la zone de commercialisation. Produire à côté de là où tu commercialises, ça veut dire moins de carbone envoyé en transport, beaucoup moins de surproduction, parce qu'en fait, du coup, tu produis à la demande, tu produis pas ce que tu prévois être une demande. Donc ça a pas mal de vertus. Donc non, non, c'est toujours ongoing. Là, sur les chaînes en ce moment, il y a des nouvelles chaussures Babolat. Alors Gilles parlait effectivement dans le podcast de ce développement européen. En fait, il disait que pour la réussite soit complète, il faudrait qu'il y ait une usine, on va dire, à l'échelle européenne qui emporte avec elle aussi d'autres investisseurs, d'autres marques. Donc, si aujourd'hui c'est le cas, bah, je suis content de l'apprendre parce que j'étais pas au courant de cette information. Et en Donc, cours, ouais. c'est très bien. Euh, le temps est compté. On va peut-être un peu dépasser. Je suis désolé, Romain. Ouais, ça me fait plaisir. Je voulais qu'on aborde justement ce sujet de Millet et du trail running parce que j'ai baigné dans les évolutions avec Millet depuis pas mal de temps. Alors je souligne aussi que effectivement, une époque dans les années 2005-2008, il y avait un raid à Chamonix qui s'appelle le raid Millet et qui était très convoité parce qu'il emmenait les concurrents sur beaucoup des univers de la montagne, à la fois de la traversée de glaciers, de l'alpinisme, de l'escalade, du trail. Je crois qu'il y avait aussi de l'utilisation de rivières avec larves. Donc il y avait ce raid. Je reviens juste sur un peu l'histoire de Millet qui me semble intéressante de creuser et que tu nous expliques ce qui va se passer bientôt. Je me souviens en 2007-2008, alors je sais pas si toi tu as ce souvenir-là, d'une chaussure qui était sortie, qui s'appelait la Velociraptor, qui Bien a sûr. été, on peut le dire, un échec. Mais je vais modérer mes propos puisqu'en fait cette chaussure, je me souviens de la construction qu'elle avait. Elle avait une âme en forme de colonne vertébrale avec des vertèbres et une âme centrale. Et pour moi, c'était presque être précurseur pour vous, parce qu'en fait, c'était un peu en avant-première ce qu'on connaît aujourd'hui avec les semelles en carbone, enfin les éléments en carbone ou en Pebax qui viennent compléter les chaussures. Donc ça a disparu. 2007-2008, on n'en parle plus. 2018, retour de Millet avec notamment la Light Rush, une chaussure qui fait un carton, puisqu'elle obtient notamment un award dans les tests chaussures de Trail Endurance Mag. Et puis un nouveau passage à vide, où on n'a plus trop de nouvelles, ça s'éteint un petit peu. Et là, 2023, un vrai retour avec la gamme intense, complète, sac à dos, ceinture, chaussures, textile, tout est déployé. C'est quoi aujourd'hui la marque à échéance 2030, enfin la stratégie de la marque à échéance 2030 sur le trail running? Alors, premier truc, c'est tout ce que tu viens de dire est vrai. Vélociraptor, elle était magnifique cette chaussure, mais elle faisait 2 kilos sur chaque pied, donc c'est sûr que ça marchait pas. Mais ceci dit, c'était quand même assez précurseur. Pourquoi tout ça est assez logique, et tout ce que tu dis est vrai, c'est qu'à chaque fois, c'était lié à, et ça revient à ce qu'on disait avant, à ce qu'on nous disait, enfin ce que des parties prenantes de la montagne nous disaient. En gros, des guides ou des athlètes, des conseillers techniques. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de la Vélociraptor. C'est aussi pour ça qu'on a développé l'Intense très récemment, parce que en fait, dans le trail, on parle de trail, mais trail, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on parle de traverser les US pendant 4000 kilomètres? Est-ce que ça, c'est du trail? Est-ce que c'est du skyrunning? Est-ce que c'est courir en campagne dans le centre de la France? Tout ça, c'est le trail. Donc en fait, tu vois, quand tu regardes ce gros marché du trail, il y a plusieurs verticales. Et dans certaines de ces verticales, peut-être pas toutes, mais certaines, on pense qu'être un expert de la montagne depuis 100 ans a des vertus.
Donc typiquement le skyrunning, c'est comme ça qu'on s'est relancé. Et puis deuxièmement, parce que grâce à d'ailleurs aussi un lien avec Gilles Réguillon, on sponsorisait ce team Matrix, qui aujourd'hui est le team Colibri Academy, et qui était un team génial, honnêtement. Et en fait, tous ces gamins-là, enfin, Baptiste Chassagne pour en citer un, c'est eux qui nous ont ouvert les yeux sur ce redéveloppement, enfin ce développement du trail. Donc c'est eux qui nous ont donné envie, c'est eux qui nous ont donné des idées. C'est comme ça qu'on s'est relancé. Nous demain, la porte d'entrée, on fait naturellement des chaussures. Le marché du trail, c'est 2/3 du marché, c'est des chaussures. Voilà. Donc on en fait. Mais je pense qu'il faut savoir être modeste. C'est un monde dans la chaussure qui est détenu par des géants qui ont des capacités de R&D qui sont dingues. Enfin, je le dis avec toute la modestie nécessaire, mais c'est ça la réalité. Donc nous, dans la chaussure, on pense qu'on peut apporter des innovations. J'ai parlé des SF tout à l'heure. On a sorti une chaussure de Skyronic qui s'appelle l'Intense Boa, qui est géniale pour cela. Là, on va avoir une chaussure d'ultra qui va sortir. Voilà. Mais là où nous, on pense qu'on peut apporter encore plus, c'est notre savoir-faire dans le sac. On a là, justement, avec Toptex, développé un sac à dos qui est honnêtement, c'est un t-shirt avec des poches. Moi, je le porte tout le temps. Je fais du ski de fond l'hiver avec, je fais du trail avec l'été. Il a une vertu, c'est que là encore, il n'y a pas de couture, donc il est toujours stretch. Il s'appelle Intense One. Il est hyper sage. Bah, ça nous a donné beaucoup d'idées sur les développements demain du portage du trail. Tu me demandes où on sera en 2030. Je pense qu'on aura beaucoup de produits différents. Tu auras peut-être pas toujours un short et un t-shirt et un sac à dos. Peut-être qu'on va essayer d'intégrer tout ça dans une seule pièce, par exemple. Donc voilà, moi je crois beaucoup à ça. Et il y a plein d'innovations qui sont en cours. Et deuxièmement, un peu différent, l'aventure. Nous, il y a un truc enfin vraiment qui nous anime depuis longtemps, c'est le Thor, la PTL, enfin la petite trotte à Léon. Moi, je trouve ça incroyable ces aventures humaines, quoi. Et là aussi, je pense que cet équipement du raid demain, on voit bien, il y a tout un développement de l'ultra hiking en ce moment, du light et ultra hiking. Là, il y aura aussi tu vois, c'est une des verticales du trail. Donc, mi-mai en 2030, ce seront sûrement des produits un peu hybrides entre un short, un t-shirt et un sac à dos, des chaussures naturellement parce que c'est le gros du marché, et des produits d'aventure. Alors justement, aujourd'hui, tu le dis, le trail dans sa pratique générale, c'est plus niche, comme on en parlait. Les gens déjà, ils utilisent le bon mot, ils disent plus trial, hein, ils disent trail, donc ils ont compris ce que c'était. Aujourd'hui, on voit des marques revenir, type Rossignol, sans doute, qui arrivent avec une chaussure aussi, qui veut. Est-ce que c'est une stratégie de se dire, on offre des produits pour compléter notre gamme dans les magasins où on est déjà présent, ou est-ce que c'est une vraie stratégie de dire aujourd'hui on veut conquérir ce marché, obtenir des parts de marché, à lui concurrencer peut-être pas les marques blanches qu'on citait tout à l'heure, mais les marques brunes, celles de la montagne sur lesquelles vous êtes en concurrent. C'est quoi le positionnement aujourd'hui concret? Bah, non, mais concrètement, nous, on voit juste qu'on a des clients qui, l'hiver, font du ski de rando, du ski de fond, du trail, du vélo. Enfin, tu vois, tu as cette logique de multipratique qui est beaucoup plus forte qu'auparavant. Donc ces gens-là, s'ils sont heureux avec nos produits quand ils font du ski de rando, quand ils font la pyramide, ils peuvent être heureux avec nos produits en plein été. Donc c'est eux qu'on accompagne. C'est comme ça qu'on réfléchit. C'est pas tellement par rapport au paysage concurrentiel, c'est beaucoup plus par rapport aux pratiquants que l'on connaît et sur lesquels on a un peu de data. Et du coup, on va essayer de comprendre ce dont ils ont besoin. Naturellement, ce sont souvent des gens qui sont plus dans la verticalité que dans l'horizontalité, mais on va surtout regarder, et surtout le portage. Vraiment le sac, c'est pas la majorité du chiffre d'affaires de l'entreprise, bien sûr, c'est le textile, mais c'est l'axe différenciant pour nous, là où il y a vraiment de l'innovation, on a 100 ans de savoir-faire, c'est le sac à dos. Donc tout le portage. Alors le portage, et on le voit, il n'y a pas tant d'offres que ça sur le monde du portage. On a eu quelques intrusions de marques américaines hein, sur le marché français. Je pense à Nathan notamment, qui n'ont pas forcément réussi. Et c'est vrai, je partage cette opinion de dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour le portage. Donc on va suivre ça de près puisque c'est le Et puis, pardon, j'insiste là-dessus, il y a le portage au sens, tu vois, par exemple, le sac à dos, c'est un truc qui t'ouvre la cage thoracique. Donc en fait, ça peut t'aider à la performance. D'une certaine manière, tu réfléchis, tu respires mieux. Et il y a un autre élément sur lequel je voudrais insister, qui est que c'est la durabilité. Je pense qu'on aura un jour un sujet dans le trail, ça pas dire que c'est inconsommable, mais c'est peut-être dans toutes les activités que nous on sponsorise,
celle sur laquelle il y a le plus de renouvellement. Alors, tu me diras, d'un point de vue économique, c'est peut-être bien, mais je crois pas que ce soit très long-termiste de réfléchir comme ça. Et je pense au contraire qu'il faut qu'on amène dans le marché du trail un peu plus de durabilité. Il y a trop de consommables, des chaussures qui s'usent, du textile qui s'use. Enfin voilà, je pense qu'il y a aussi une réflexion un peu long terme, où nous on peut apporter des choses sur faire des produits qui durent plus longtemps. Surtout qu'on voit encore aujourd'hui des gens qui ont des sacs des années 80 en montagne et des sacs Millet notamment. C'est bien à ça que je pense, ou une vieille veste Gore-Tex. Souvent tu changes ta veste Gore-Tex non pas parce que cette veste elle est usée, c'est parce que tu t'es lassé de la couleur. Bah, dans le trail, on n'en est pas là. Donc là aussi, je pense que on peut amener quelque chose. Alors justement, sur cette partie un peu nouvelle, un peu jeune et fun, est-ce qu'aujourd'hui, le trail pour beaucoup de marques comme vous, est-ce que c'est pas un laboratoire de R&D qui permet à la fois de développer des produits légers? On l'a vu, l'un des grands porteurs de cette idée-là, c'est un peu Kylian Jornet, qui a beaucoup travaillé avec son ancienne marque pour faire évoluer les produits et justement les amener vers plus de légèreté et qui aujourd'hui profite à l'ensemble du monde en horizontal, c'est-à-dire à la fois à la randonnée, au ski de rando. Mais est-ce que c'est pas plus fun aujourd'hui de communiquer sur le trail que sur la randonnée aussi? Ça dépend des cibles. Quand tu interroges un asiatique, le trail, bien sûr, tu vas avoir des gens qui sont dans l'ultra performance, qui participent à des UTMB et autres, mais parfois ça fait peur, hein. Nous, on a vécu un peu la même chose dans l'ice climbing, c'est-à-dire que c'est des belles photos, puis nous, les montagnards à Cham, on trouve ça génial, la cascade de glace. Il y a plein de gens que ça effraie, de voir un homme suspendu sur un gros glaçon. Donc, le trail, c'est un peu pareil. Ça dépend des communautés auprès de qui tu t'adresses. Tu as des gens qui veulent voir une photo d'un bivouac à plusieurs et d'un lever de soleil et qui n'ont pas besoin d'être dans la performance, tu vois, et le mec qui souffre et qui transpire. Il y a plusieurs, je crois que dans l'outdoor aujourd'hui, tu as plusieurs communautés de pratiquants et que ça dépend de ces communautés. Il y a des communautés pour qui, bah, en effet, ils ne pensent que trail ou d'autres sports d'intensité. Du coup, la randonnée, ça peut sembler un peu plan-plan, mais inversement, il y a plein de gens qui font de la randonnée et qui n'ont pas du tout envie de se mettre au trail, hein. Donc, c'est pas aussi simple que ça, je crois. Alors, est-ce que des fois, quand on pousse un petit peu plus loin le bouchon, est-ce qu'aujourd'hui, les trailers sont pas des randonneurs modernes finalement? Partiellement. Partiellement parce que en trail, tu peux aller passer une nuit en montagne, tu peux difficilement sans ravito en passer plus, hein, avec l'équipement qu'on a. Donc toi, ça va pas remplir complètement une itinérance. Si tu fais pour parler du Tour du Mont Blanc, voilà, ça c'est un truc évidemment qui parle à beaucoup de gens qui doivent nous écouter. Tu peux le faire en courant, c'est un peu long, il y a un peu de dénive, mais la très grande majorité des gens, ils font le Tour du Mont Blanc en plusieurs jours pour profiter de ce spectacle. Et là, naturellement, bah, il faut que tu mettes sur ton dos tout ton confort et tu pourras jamais avoir ça, même dans un sac 15 litres de millet bien fait, quoi. Donc oui, c'est vrai un peu, mais ça ne remplace qu'une partie de la randonnée, je crois. De la même façon, un sac de trail, c'est confortable, mais tu as pas le même confort au portage que si tu enfiles un sac à dos de 30 litres qui a été pensé pour, tu vois, parfaitement fitter ton dos. Donc oui, un peu. Alors, on va arriver au bout de ce podcast et je vais te libérer dans quelques minutes. Juste, on parlait tout à l'heure de cet accompagnement avec le team Sidas Matrix qui aujourd'hui a disparu, remplacé par la jeune équipe, enfin qui a continué, qui s'appelle Colibri Trail Academy. Tu parlais tout à l'heure de Baptiste Chassagne qui a collaboré, qui aussi pratique le ski de randonnée l'hiver, donc utilise les produits été-hiver. Je sais que vous avez aussi Thomas Butez qui travaille forcément chez vous, qui est au sein du team, donc c'est intéressant. Aujourd'hui, on va plus loin dans la démarche, c'est quoi? C'est d'essayer d'avoir un team élite un peu plus fort parce que on a besoin d'exister sur les réseaux sociaux. C'est d'avoir un événement aussi, des partenariats avec, je sais pas, d'autres teams, pourquoi pas en tant qu'équipementier, comme vous pouvez être équipementier des compagnies des guides. Non, alors nous, paradoxalement, on a choisi un chemin un peu différent. On essaye de mettre du sens à ces partenariats. Je m'explique. On a des événements aujourd'hui, c'est que des événements qui parlent à Millet. On sponsorise le trail du Lodon à Saint-Joriot. On sponsorise le trail de Manigo. Tout ça parce que c'est à côté d'Annecy pour ceux qui ne le savent pas. Et on connaît les bénévoles. Il faut quand même avoir en tête qu'un événement de trail, c'est beaucoup de bénévoles, de gens qui passent un samedi ou un dimanche pour venir parfois se cailler à un point pour éviter que les coureurs se perdent. Enfin, c'est aussi tous ces gens-là qui font vivre ces passions. Donc, pour nous, c'est important de donner du sens aux événements qu'on sponsorise. On a l'échappée belle à Grenoble pour les mêmes raisons. Et sur le sponsoring athlète, c'est la même histoire. On essaye de faire attention
parce que c'est un sport très neuf, le trail. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent, parfois en abandonnant leurs études, pour une saison de trail, en espérant un jour devenir, et on leur souhaite, Kylian ou François, mais ça arrive pas à tout le monde. Et ils se mettent en coloc à 3, comme ils peuvent, pour aller. Et moi, j'ai pas envie de sponsoriser ça totalement. Voilà, pour être clair. Donc on essaye d'amener des doubles projets. Parce que le trail, pardon, toi, si tu regardes le foot, ils ont quand même des centres de formation. Les Olympiques, ils ont des sponsors, souvent des mécènes. Enfin, l'armée parfois. Enfin bref, ils ont des boulots quoi. Enfin, si jamais ça marche pas, ils peuvent retomber. Aujourd'hui, dans le trail, c'est pas assuré à 100%. Donc nous, on essaye plutôt de sponsoriser, de donner du sens, donc de sponsoriser des gens avec des doubles projets. Tu as cité Thomas tout à l'heure, qui est chef de produit trail chez Millet. On a une autre personne qui est un mec assez génial qui s'appelle Baptiste Petitjean, qui est donc un gros index UTMB, qui travaille au magasin de Chamonix de Millet. On a Simon Bellabouvier, c'est un top 10 Pierre Armenta, qui est le chef de projet, enfin chef produit Trilogie. Donc voilà, je pourrais t'en citer d'autres, mais on est une boîte de sportifs évidemment, mais on essaye d'amener dans nos histoires de sponsoring du sens. Le Colibri Academy, c'est la même histoire. L'idée, c'est d'encadrer des jeunes qui ont envie de se lancer dans le trail, mais pour l'instant, c'est des jeunes qui tous sont encore en études, ils sont pas pros, hein. Et puis après, on verra. Donc l'idée du team professionnel, nous on a en fait, c'est pas vraiment une critique sur ce qui se passe dans le monde du trail, je dis juste, nous on n'a jamais su faire ça dans l'alpinisme. T'as pas de team, t'as pas de guide ou t'as pas de team d'alpinistes quoi. Donc on sait pas très bien comment gérer ça, on n'est pas très à l'aise, on n'a pas la compétence et on est beaucoup plus à l'aise avec l'idée du double projet. Très bien. Juste pour finir, une petite dernière question, Romain, sur un peu tout ce qu'on a dit, notamment au niveau de la relocalisation, au niveau de tout ce qui était important sur le traitement de ce qui se passait aujourd'hui au niveau écologie, les glaciers, tout ça. On a les JO en 2030 à nos portes, à nous, qui sont vraiment proches de nous en tout cas, qui habitons dans les Alpes. C'est un enjeu économique fort, à la fois en termes de coûts, mais aussi en retour sur investissement. C'est un enjeu écologique aussi très fort, avec les problématiques qu'on connaît aujourd'hui de stations de moyenne montagne à 1500 mètres qui, à échéance 20 ans, vont disparaître. C'est quoi la position aujourd'hui de Romain Millet, pourquoi pas perso, mais aussi du groupe Millet, sur cet engagement olympique? Alors, pas nécessairement donner ma position personnelle, à la limite, elle intéresse pas beaucoup de gens, mais plutôt la position de l'entreprise sur ce sujet-là. Nous, on est persuadés que les JO, c'est important. On n'est pas anti-JO. Enfin, je pense que c'est important pour l'activité économique, c'est important pour le développement d'un territoire. L'histoire a démontré dans plein de pays du monde que quand il y a des grands événements comme ça, ça permet de mobiliser des ressources et de franchir quelques étapes dans les territoires. Donc nous, on pense que c'est important. Par ailleurs, ça va arriver. Donc la question de fond, c'est maintenant comment on fait des jeux qui laisseront un héritage de qualité. Je pense que c'est autour de ça qu'on doit réfléchir, et notamment, tu l'as très bien dit, comment on s'assure que parmi cet héritage, il y a l'adaptation des stations, des différentes villes qui vont être concernées. Ça, moi, ça me semble assez fondamental que d'aider. Donc, nous, Millet, surtout au travers de l'OSV, on participe à un certain nombre de groupes de réflexion avec le comité d'organisation notamment, pour essayer de nourrir ces réflexions au niveau régional, mais aussi au niveau local, territorial, et pour s'assurer qu'en effet l'argent public, parce que c'est principalement de l'argent public et un peu d'argent privé, sera destiné, va au bon endroit quoi. Enfin, je le dis autrement, on va pas créer une énième infrastructure qui à la fin finira en jachère, ça sert à rien. Les JO de Paris nous ont d'ailleurs démontré qu'il y avait un certain nombre d'infrastructures qui pouvaient être mobiles. Moi, j'ai la chance d'assister à un match de volley. C'était porte de Versailles, à l'intérieur du salon de l'agriculture, si je dois le dire comme ça. Donc d'habitude, il y a des vaches, pas là, il y avait des gradins et c'était super. Donc on peut faire ce type d'événement sans laisser de mauvaises traces. Voilà. Donc nous, on y est favorable. Je pense que c'est vraiment important pour le territoire, voilà, économiquement. Mais il faut qu'on aide à bien réfléchir à l'adaptation, à l'héritage, et donc il faut s'adapter, quoi. Enfin, voilà, faut pas sponsoriser n'importe quoi. Merci beaucoup, Romain, pour cet entretien d'un petit peu plus d'une heure. En tout cas, très riche, très intéressant. On voit que le groupe Millet se porte bien et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les amoureux de la montagne et les amoureux de la marque, ceux qui ont vécu, qui ont grandi avec la marque, et j'en fais partie de ces gens-là qui ont rêvé de porter Merci. des produits Millet, de savoir que vous allez vous développer dans le trail running, et puis on attend les belles surprises sur le sac à dos, en tout cas. Et puis à bientôt et bon courage pour cette prépa CCC. Merci, je vais en avoir besoin. Pas que physique, mental aussi. Merci beaucoup, j'ai passé beaucoup de plaisir. Je vous remercie de votre écoute et puis merci à toi, Pierre, c'était un super échange. Merci et à bientôt.
À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.